Diezani Alison Madueke, première femme présidente de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. La ministre nigériane des Ressources pétrolières a été élue à la présidence du cartel pour un mandat d'1 an à compter du 1er janvier 2015. Diezani Alison Madueke, seule femme parmi les chefs des délégations des 12 pays membres du cartel, devient ainsi la première femme à assumer ce poste essentiellement honorifique. L'autre poste clé de l'organisation, celui de secrétaire général, reste occupé par un homme depuis sa création. Il s'agit du Libyen Abdallah El Badri, en place depuis 2007 et dont le mandat a été prolongé à de multiples reprises faute d'accord sur un successeur. Leur nomination intervient sur fond de chute des cours du brut qui ont atteint leur niveau le plus bas depuis 2010. Une chute provoquée par la décision des pays de l'OPEP de maintenir leur plafond de production de pétrole malgré la surabondance de l'offre d'or noir. La vie venait tout juste de reprendre son cours à Kenema. 26 jours que la troisième ville du pays, capitale du diamant et quartier général des exportateurs de cacao et de café, n'avait pas eu de cas Ebola. Mais vendredi, une personne est décédée. Elle était soignée dans l'hôpital de Kenema, mais le personnel médical n'avait pas détecté la maladie. Une nouvelle contamination qui désespère les habitants du district de Kenema, qui pensaient enfin avoir réussi à battre le virus. Déjà durement touchées par les conséquences de l'épidémie, les entreprises locales ont beaucoup de mal à redémarrer. Les diamantaires sont inquiets. Un manque de diamants parce que vous savez, le centre de Kenema, le district de Kenema, est en quarantaine. Chaque district autour de Kenema est en quarantaine et a pour interdiction de se déplacer. Il y a des checkpoints, les rassemblements des groupes sont interdits, empêchant les mineurs de travailler. Gathering for diamond mining has been restricted so much. They don't want groups of people. Interdiction de se rassembler, isolement des régions, toutes ces restrictions posent de gros problèmes aux exportateurs de cacao. Les agriculteurs peinent à ramener leurs récoltes jusqu'à Kenema et les exportateurs mettent jusqu'à 2 jours pour parcourir les 350 km qui séparent Kenema de Freetown, d'où ils exportent leurs fèves vers Amsterdam et la Turquie. À cause d'Ebola, les gens ne peuvent plus voyager. Quand vous arrivez après 17 h à un checkpoint, vous ne pouvez plus passer. Et vous devez attendre là jusqu'au lendemain matin, 9 h. Sidi Fofana est le fondateur de la radio Starline. Chaque jour, il continue de sensibiliser les auditeurs aux ravages d'Ebola dans la région. S'il voit peu à peu les habitants de Kenema retrouver une vie normale, il s'inquiète de la montée des prix des denrées alimentaires liées aux difficultés de transport. Nous avons des prix différents. Nous n'avons pas de contrôle de prix ni de prix fixe. Aujourd'hui, c'est 5 €, demain, ce sera 15 €. Les prix changent en un clin d'œil, parce qu'il n'y a pas de contrôle de prix. Quand le gouvernement a annoncé le lockdown du 17 au 21, pour tout le pays, dès le 16, les choses qui coûtaient 2000 leones Sierra Leone, soit 2 €, sont passées à 10 €. Things you used to buy 2000 leones, 2 €, it goes up to 10 €. Une flambée des prix qui met la population dans une situation alimentaire précaire. Cette nouvelle contamination inquiète les habitants de Kenema. 10 000 $, c'est la somme demandée par les autorités à ce petit village pour avoir l'électricité. Dans cette région pauvre de l'est de la Birmanie, les villageois se sont lourdement endettés pour amasser cette somme considérable. Mais 10 mois plus tard, ils sont toujours dans le noir et les autorités demandent encore davantage pour raccorder le village. Si nous avions l'électricité, nous pourrions cuisiner, utiliser des ordinateurs. Les enfants pourraient étudier. J'ai pris des cours d'informatique, mais je ne peux pas m'entraîner à la maison. Les campagnes restent largement privées d'électricité. Quant aux grandes villes, elles sont régulièrement victimes de coupures de courant, dénoncées par des manifestations à répétition. Au total, à peine 30% des 51 millions de Birmans ont accès à l'électricité. Si vous ne tenez compte que des zones urbaines, le pourcentage pourrait atteindre 75%. Mais la moyenne est à 30%, car il faut tenir compte des zones rurales où le pourcentage est très faible. Le gouvernement a promis qu'en 2030, toute la population serait reliée.
Il compte doper la production hydroélectrique grâce à la construction de barrages qui produisent déjà plus de la moitié de l'énergie du pays. Mais dans les campagnes pauvres et les zones de conflit, les projets sont souvent synonymes de saisie des terres et non de l'arrivée de l'électricité. Ils peuvent aussi représenter une menace pour certaines populations. La construction d'un barrage proche des terres de cette tribu inquiète les habitants. Notre tribu n'est pas la seule à vivre sur les berges de la rivière. S'il y a des inondations, toutes les tribus qui vivent le long de la rivière seront totalement éliminées. En Birmanie, la course à l'énergie est un juteux marché que les plus riches se partagent. Et avant que tous les foyers soient entièrement raccordés, de douloureux compromis seront sûrement nécessaires. Dans la biscuiterie Poult à Montauban, les ouvriers ne sont plus considérés comme des exécutants. Désormais, on parle d'autonomie, de responsabilité. Ce matin, par exemple, Reda change la pâte qui permettra de fabriquer un nouveau gâteau, une tâche qu'il n'était pas en mesure de réaliser seul. Si j'estimais qu'il y avait un souci, un mauvais produit ou une petite panne, j'avais pas le droit d'arrêter si vous voulez. J'étais obligé d'appeler mon chef de ligne et lui décider s'il fallait que j'arrête ou s'il fallait que je continue à envoyer ou déclasser. Aujourd'hui, c'est moi qui fais tout ça. 120 tonnes de biscuits sont fabriqués chaque jour pour les marques de grands distributeurs ou en sous-traitance. Depuis plusieurs années, les 450 salariés expérimentent un nouveau management dit libéré, lancé par leur PDG Carlos Vercaeren. Ghislaine Delcas surveille les fourrés au chocolat. Employée depuis 25 ans, elle se réjouit du changement. Avant, des fois, on venait un peu en recul, il y avait quand même la hiérarchie. On avait des chefs, on avait des contremaîtres, on avait plus la hiérarchie, quoi. Donc on était beaucoup plus surveillés, beaucoup plus... et on travaillait de cette façon-là, on était un peu conditionnés comme ça. Avec l'ancienne direction, les salariés ont connu un système paternaliste de management à l'ancienne. En 2007, le nouveau dirigeant décide de consulter les 450 salariés pour définir ensemble les valeurs de l'entreprise et augmenter ainsi la productivité. Résultat, 2 échelons de hiérarchie sont supprimés. La grosse usine est divisée en 4 unités autonomes. Mais rien à voir avec une SCOP, une société coopérative de production. Ici, les salariés ne détiennent pas la majorité du capital. Sylvain Pinault, ancien responsable, a vu son poste se transformer en animateur d'une unité de production. C'est une réunion qu'on fait pratiquement toutes les semaines. Et aujourd'hui, le thème consiste en fait à réfléchir à quels indicateurs on pourrait se donner pour mieux mesurer la performance de la nouvelle ligne. Tout le monde se tutoie, l'échange se veut constructif. Cette gestion des salariés est nouvelle. En France, seule une dizaine d'entreprises se sont lancées dans l'aventure. En période de crise, Poult n'a pas licencié et nargue la concurrence avec une croissance à 2 chiffres, 12%, en misant sur l'innovation. On est convaincu qu'à 450 personnes, on est plus intelligent qu'à 2 ou à 3 dans un bureau en fait. Donc avec 450 personnes, on a beaucoup plus de chances de trouver à un moment donné une innovation qui va faire la différence. Et l'entreprise s'apprête à sortir un nouveau biscuit imaginé par tous. Prochaine étape, greffer cette nouvelle technique aux 4 autres sites du groupe en France. C'est officiel, le Japon est en récession. Les habitants ne dépensent pas assez, ce qui entraîne une baisse générale des prix et donc une chute de la production et finalement de la croissance. Les Abenomics, surnom donné à la politique économique de Shinzo Abe, n'ont pas réussi à sortir le pays de cette spirale déflationniste. Alors pour se donner une légitimité, il vient d'appeler à nouveau les Japonais aux urnes. Une élection qui a des airs de référendum. Je veux demander aux Japonais, par le biais de cette élection, si notre politique économique va dans la bonne ou la mauvaise direction, s'il y a oui ou non une autre solution. Shinzo Abe décline sa politique en 3 flèches. Une nouvelle politique monétaire, des rallonges budgétaires massives et la promesse de réformes structurelles. Pour tenter d'enrayer la dette, le gouvernement a aussi augmenté la taxe à la consommation de 5 à 8%, ce qui a fait dérailler la croissance. Si on sort de la déflation et qu'on provoque de l'inflation et que les salaires ne suivent pas et que donc le coût de la vie augmente, c'est un échec.
Du temps de la bulle, les gens pensaient que ça durerait toujours. Personne n'imaginait que l'économie pourrait s'effondrer. Aujourd'hui, tout le monde parle tout le temps de dépression économique. On a peur de dépenser notre argent. La Banque centrale dénonce cette attitude comme une mentalité de la déflation. Mais pour ce spécialiste du Japon, ce n'est qu'un cache-misère. Pour lui, les causes sont plus profondes et les craintes des citoyens sont bel et bien justifiées. Quand on sera en âge de toucher une retraite, il y aura moins de travailleurs et plus de retraités. Donc on peut légitimement se dire qu'il faut économiser soi-même, car les pensions publiques et peut-être même les pensions privées ne seront pas en mesure d'assurer le niveau de vie qu'elles assurent aujourd'hui aux retraités en 2014. Deuxièmement, en période de précarité, on peut effectivement, pour beaucoup de Japonais, se poser la question de savoir est-ce qu'il ne faut pas économiser parce qu'on perdra peut-être son emploi dans 6 mois ou dans 1 an. Les sondages montrent que le taux d'abstention pour cette élection soudaine risque d'être particulièrement élevé. Et même si Shinzo Abe a toutes les chances d'être réélu, pour certains, la légitimité de sa politique économique n'en sera pas pour autant garantie.